Papa, le patron de maman signe les chèques de paie. Toi, tu ne signes que des excuses. Lors du dîner de divorce, son patron a souri avec mépris. Jusqu'à ce qu'il voie qui était assis à côté de moi. Son avocat est devenu pâle. Monsieur, est-ce bien celui auquel je pense? Je m'appelle Julien Charpentier. J'ai 48 ans et je pensais autrefois avoir tout compris. 23 ans de mariage, un fils qui était ma fierté et ma joie, une carrière d'auditeur financier qui m'a appris à repérer les incohérences dans les chiffres, mais qui m'a laissé d'une manière ou d'une autre aveugle à celle de ma propre vie. J'ai passé des décennies à enseigner aux clients comment protéger leurs actifs, comment lire entre les lignes des bilans, comment repérer les signaux d'alerte avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Ironique, n'est-ce pas? Je pouvais flairer une fraude financière à des kilomètres, mais je ne pouvais pas voir ma propre femme me prendre pour un imbécile. Le moment où tout a basculé s'est produit un jeudi soir au Petit Italien. C'est le restaurant où Clément et moi allions depuis qu'il avait 8 ans. Même box dans le coin, même serveur qui se souvenait que nous aimions tous les deux nos steaks à point. C'était censé être notre moment privilégié, père et fils, sans distraction. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Clément avait ce regard dans les yeux comme s'il me jaugeait, me mesurant à une norme invisible dont j'ignorais l'existence. Nous avons commandé notre plat habituel. Le serveur a apporté le pain, a versé de l'eau, puis s'est retiré. Clément a rompu un morceau de pain, ne l'a pas mangé, l'a juste roulé entre ses doigts. Maman s'en sort vraiment bien au travail, a-t-il dit, d'un ton aussi décontracté que s'il parlait du temps qu'il fait. C'est génial, ai-je répondu en coupant mon pain. Elle travaille dur. Ouais. Il fit une pause, prit une gorgée de son Coca-Cola. Monsieur Lefebvre l'apprécie vraiment. Lui a donné une autre augmentation le mois dernier. Raymond Lefebvre, le nom qui s'était glissé dans nos conversations de dîner depuis 2 ans. Son patron, son mentor, sont tout ce qu'il était réellement. C'est bien, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Elle le mérite. Clément m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose sur son visage qui m'a fait froid dans le dos. De la pitié peut-être, ou du mépris. Quelque chose d'emprunté. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans l'expression d'un adolescent de 16 ans. Papa, le patron de maman signe les chèques de paie. Toi, tu ne signes que des excuses. Les mots ont atterri comme un coup de poing dans le ventre. Non pas parce qu'ils étaient forts ou colériques, mais parce qu'ils étaient si calmes, si répétés, comme s'il s'était entraîné à les dire, ou pire, comme si quelqu'un les lui avait donnés. J'ai posé ma fourchette. Le bruit du restaurant, le cliquetis des verres, le faible murmure des conversations des autres, tout s'est transformé en un bruit blanc. J'ai regardé mon fils à travers la bougie vacillante entre nous. Où as-tu entendu cela, ai-je demandé. Ma voix était stable, mais quelque chose en moi changeait déjà, se durcissait. Clément a haussé les épaules, refusant de croiser mon regard. C'est juste la vérité, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fini de mâcher, j'ai essuyé ma bouche avec une serviette, j'ai bu lentement de l'eau. Pour gagner du temps peut-être, ou juste pour essayer d'assimiler le fait que mon propre enfant venait de prononcer une phrase qui semblait sortir tout droit de la bouche de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui voulait s'assurer que je sache exactement où j'en étais. C'est bon de savoir où se trouve ta loyauté, ai-je finalement dit, ni en colère, ni blessé, simplement noté. Le serveur est passé, a demandé si tout allait bien. J'ai hoché la tête, j'ai demandé l'addition. Clément a eu l'air surpris. Nous venons de recevoir notre nourriture, a-t-il dit. Je sais. J'ai signé un reçu, j'ai laissé un pourboire généreux, donné comme un homme qui ferme un chapitre. Je n'ai plus faim. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste. Clément est resté assis là, confus, peut-être un peu coupable, mais pas assez. Pas du tout assez. Ce fut le dernier dîner que nous partagerions ainsi. La dernière fois que j'ai prétendu que tout allait bien, que j'étais juste paranoïaque, que les nuits tardives d'Isabelle, ses voyages d'affaires et ses promotions soudaines faisaient tous partie de l'ascension de l'échelle de l'entreprise. Je suis rentré à la maison en silence. Quand je me suis garé dans l'allée, la voiture d'Isabelle était déjà là, ce qui était inhabituel pour un jeudi. Elle était censée être à un dîner avec un client. Je suis entré, j'ai entendu sa voix venant de la cuisine, vive et animée. Elle était au téléphone. Je sais, a-t-elle ri.
Il ne soupçonne rien. Je me suis arrêté dans le couloir, figé. Elle ne m'avait pas entendu entrer. Ray, nous devons juste être patients encore un peu. La paperasse est presque prête. Ray. Raymond Lefebvre. Je suis retourné à ma voiture, et je suis resté assis sur le siège du conducteur pendant 20 minutes, les mains agrippées au volant, la respiration régulière. Ce soir-là, quelque chose en moi est devenu froid. Clinique. De la même manière que j'abordais les audits, en cherchant les écarts, en suivant les pistes, en documentant les preuves. S'ils veulent jouer à ce jeu, très bien. Mais ils avaient oublié un détail crucial, j'ai écrit le livre de règles. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau, la petite pièce dont Isabelle se plaignait toujours parce qu'elle était trop encombrée, et j'ai sorti mon ordinateur portable. En tant qu'auditeur financier, j'avais passé 20 ans à suivre des pistes d'argent pour des entreprises, à trouver des écarts et à découvrir des fraudes. L'ironie du fait que je n'avais jamais pensé à auditer mon propre mariage ne m'a pas échappé. J'ai commencé par les relevés bancaires, le compte joint d'abord, puis le compte chèque personnel d'Isabelle auquel j'avais techniquement accès mais que je n'avais jamais regardé. Les schémas sont apparus rapidement, comme ils le font toujours quand quelqu'un cache quelque chose. Conférence à Bordeaux, le 15 mars. Frais d'hôtel pour 2 chambres, sauf que j'ai trouvé le relevé de la carte de l'entreprise, une seule chambre facturée à la société. La deuxième chambre, 320 € à l'hôtel de la Seine, payée à partir de notre compte joint. Mon argent finançait sa liaison. J'ai continué à creuser. Des frais de dîner dans des villes où elle prétendait être à des séminaires de formation. Un achat de bijoux pour 1100 € en mai, rien que je ne l'ai jamais vu porter. Des soins de spa à Nice facturés comme des réceptions de clients sur la carte de l'entreprise, sauf que l'horodatage montrait qu'ils avaient été réservés pour 2 personnes. Les relevés téléphoniques étaient pires. J'ai consulté l'historique de notre compte en ligne. Un appel à Raymond Lefebvre le jour de notre anniversaire. Je me souviens de cette nuit-là, elle avait dit qu'elle était épuisée par le voyage et s'était couchée tôt. Un autre appel de 90 minutes la veille de Noël pendant que j'étais en bas en train d'emballer les cadeaux de Clément. Puis j'ai trouvé la véritable preuve enterrée dans les anciens réseaux sociaux de Clément. Une photo d'il y a 2 ans. Pique-nique d'entreprise. Clément, peut-être 14 ans, debout à côté de Lefebvre. Le bras de l'homme autour de son épaule comme un oncle fier. La légende m'a glacé le sang, futur beau papa en vue. 43 mentions j'aime, dont une d'Isabelle avec 3 émojis de cœur. Je me suis rassis, j'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou. Ce n'était pas une liaison qui venait d'arriver. C'était planifié, cultivé, en préparation depuis des années. Lefebvre n'avait pas seulement volé ma femme. Il s'était positionné comme l'amélioration, l'homme meilleur, le meilleur père, et Isabelle l'avait aidé à le faire. J'ai tout imprimé. Relevé bancaire, relevé téléphonique, capture d'écran. J'ai créé un dossier, je l'ai étiqueté preuve en lettres majuscules. Puis j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Pas pour le tribunal, pas encore. Juste pour organiser mes pensées, construire une chronologie, chercher le levier dont je savais qu'il devait être là. Parce que les hommes comme Raymond Lefebvre, les hommes qui construisent des empires sur la confiance des autres, laissent toujours une trace. Il suffit de savoir où regarder. Et trouver des traces, c'est ce que je fais. La médiation s'est tenue dans l'une de ces salles de conférences stériles conçues pour que les conflits paraissent professionnels. Des murs de verre, de la moquette neutre, de l'eau filtrée qui avait le goût du regret. Je suis arrivé 15 minutes en avance, seul, portant le costume gris anthracite qu'Isabelle disait autrefois me donner l'air trop sérieux. J'étais sérieux. Isabelle est entrée avec 12 minutes de retard. Raymond Lefebvre est entré avec elle, la main posée sur le bas de son dos comme s'il le possédait, comme s'il le faisait depuis des années, ce qu'il faisait apparemment. Il a tiré sa chaise, a chuchoté quelque chose qui l'a fait sourire, puis s'est assis à côté d'elle, plus près que son propre avocat. La médiatrice, une femme à l'air fatiguée nommée Martine, a jeté un coup d'œil à ses notes. « Monsieur Charpentier, je vois que vous n'êtes pas représenté aujourd'hui. » Pour l'instant, ai-je dit calmement. Lefebvre s'est penché en avant, les doigts pressés les uns contre les autres comme un prophète de conseil d'administration. « Nous croyons en une approche collaborative ici, a-t-il commencé, sa voix douce et exercée.
Compte tenu des complexités émotionnelles, Isabelle m'a demandé de l'aider à clarifier certaines communications. J'ai regardé Isabelle. Elle regardait la table. Nous avons préparé une proposition, a continué Lefebvre, en faisant glisser un document relié vers moi. Onglet avec code couleur, formatage professionnel. Nous pensons qu'une répartition des actifs de 60 contre 40 est équitable compte tenu des circonstances. Isabelle conservera la garde principale de Clément, le fonds pour l'université et la maison. Vous aurez un droit de visite traditionnel. J'ai ouvert le paquet. Page 4, une liste de la maison, celle que j'avais achetée avant notre mariage, comme un actif matrimonial conservé par Isabelle Charpentier. Page 7, suggestion d'un calendrier de pension alimentaire de 2 ans qui épuiserait la moitié de mes revenus. Page 9, inclusion du fonds pour l'université de Clément, 78 000 € auxquels je contribuais depuis sa naissance, répertoriés comme des actifs gérés par Isabelle Charpentier. Vous comptez le fonds pour l'université comme le sien, ai-je dit doucement. Lefebvre est intervenu avant qu'Isabelle ne puisse parler. C'est sous gestion, Julien. Cela l'a toujours été. Nous pensons qu'il est préférable que cela reste ainsi, surtout étant donné la préférence de Clément de rester avec sa mère à plein temps. Préférence. Comme si mon fils de 16 ans m'avait expulsé de l'île. La médiatrice s'est raclé la gorge. Monsieur Charpentier, êtes-vous certain de ne pas vouloir de représentation juridique? Ces questions évoluent rapidement. J'ai fermé le dossier, je l'ai mis de côté. Je comprends parfaitement. Lefebvre a souri d'un air entendu, s'est rassis, a chuchoté quelque chose à Isabelle. Elle a hoché la tête, a presque souri. Martine a débité des formalités, remplissant le temps et les formulaires. Mais je n'écoutais plus. Je regardais. Je regardais comment Lefebvre touchait le bras d'Isabelle. Comment il répondait pour elle. Comment il était assis là, suffisant et certain, comme si tout était déjà terminé. Il pensait que j'étais brisé, confus, prêt à céder. Mais je ne faisais que commencer. Je suis rentré à la maison en silence. Chaque mot prononcé dans cette salle résonnait dans ma tête. Non pas avec colère, mais avec clarté. Ils avaient fait leur mouvement. Maintenant, c'était mon tour. Je suis entré dans ma maison. Je n'ai même pas enlevé mes chaussures. Je suis allé directement au bureau. J'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis 15 ans. À l'intérieur se trouvait un téléphone, vieux, basique, avec un seul numéro enregistré. Je l'ai fixé pendant un long moment, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel. Puis j'ai appuyé dessus. 3 sonneries, puis une voix, alerte et indubitable. Je ne pensais pas avoir de tes nouvelles à nouveau, Julien. Je sais, ai-je dit. Mais tu as une dette envers moi. Une pause, puis, demande. Médiation. Jeudi prochain, 11 heures précises. Assieds-toi à côté de moi. Silence. Pas d'hésitation, juste du calcul. Compris. La ligne a été coupée. J'ai remis le téléphone, j'ai verrouillé le tiroir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas non plus fait les 100 pas. J'ai planifié. J'étais plongé dans l'examen des documents officiels de l'entreprise de Lefebvre quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Monsieur Charpentier. Une voix de femme, jeune, incertaine. Je m'appelle Émilie Bernard. Je pense. Je pense que vous êtes mon père. La pièce a basculé. Je me suis assis lourdement sur ma chaise. Quoi? Ma maman est Isabelle Charpentier. J'ai 8 ans. J'habite avec ma tante Sandrine à Lyon. Sandrine? La sœur d'Isabelle? Celle qui était censée avoir adopté un enfant il y a 6 ans. Une histoire à propos d'une mère adolescente en difficulté qui ne pouvait pas garder le bébé. J'ai rencontré Émilie 2 fois, peut-être 3, lors de réunions de famille. Une enfant douce, calme. Je n'avais jamais regardé à 2 fois. Comment as-tu eu ce numéro, ai-je demandé, mon cerveau d'auditeur se mettant en marche, ayant besoin de faits. C'est Sandrine qui me l'a donné. Elle a dit qu'il était temps que je sache la vérité. Elle a dit que maman avait menti à tout le monde. Ma main tremblait. Je l'ai forcée à rester immobile. Où est ta tante maintenant? Juste ici.
Elle veut vous parler. Un bruit de froissement, puis la voix de Sandrine, tendue et en colère. Julien, j'en ai fini de mentir pour elle. Isabelle est tombée enceinte il y a 9 ans. Elle t'a dit qu'elle avait fait une fausse couche. Tu te souviens? Je m'en souvenais. Le pire mois de notre mariage. Elle avait pleuré. Je l'avais tenue. Nous avions fait notre deuil ensemble. Elle n'a pas fait de fausse couche, a continué Sandrine. Elle a eu le bébé, m'a obligé à la prendre, a dit que cela gâcherait tout avec toi, que le moment était mal choisi, qu'elle n'était pas prête. J'ai élevé Émilie comme la mienne, mais je ne peux plus faire ça. Elle mérite de connaître son vrai père. Je ne pouvais pas respirer. Pourquoi maintenant? Parce qu'Isabelle prévoit de tout te prendre, et je serais damné si je la laissais faire avec une conscience tranquille. Émilie mérite mieux. Tu mérites de savoir. J'ai organisé une rencontre avec elle le lendemain. Un café à Lyon, un terrain neutre. En entrant, je l'ai vue immédiatement. 8 ans, des cheveux noirs, mes yeux me fixant en retour. Elle a levé les yeux, nerveuse. Salut, Émilie, ai-je réussi à dire. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle a posé des questions prudentes. J'ai donné des réponses prudentes. À la fin, elle tenait ma main. Sandrine a fait glisser un dossier sur la table. Certificat de naissance, dossiers médicaux, test d'acide désoxyribonucléique qu'elle avait déjà fait faire. Elle est à toi, Julien. Aucun doute. J'ai regardé ma fille. Cet enfant dont j'ignorais l'existence. Et quelque chose en moi a basculé. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison d'Isabelle. Il s'agissait d'une petite fille qui avait été cachée comme un secret, une erreur. Je veux faire partie de ta vie, ai-je dit à Émilie. Si tu es d'accord. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'aimerais beaucoup. Je suis retourné à Paris avec un dossier sur mon siège passager. Isabelle avait caché ma fille, menti sur une fausse couche. Elle m'avait laissé pleurer un enfant qui était vivant et qui grandissait à quelques heures de là. Le dossier de preuves sur mon bureau venait de s'épaissir considérablement. Et ma détermination était inébranlable. J'ai fait une erreur 3 jours avant la prochaine médiation. J'ai consulté les réseaux sociaux. Pas parce qu'Isabelle me manquait, pas parce que je surveillais. Juste un vieux réflexe musculaire, faire défiler les fils d'actualité en buvant mon café du matin. C'est là que je l'ai vu. Le profil de Raymond Lefebvre. Public et fier. Une photo publiée 18 heures plus tôt, de la neige fraîche, un décor de montagne, les bras grands ouverts comme un gourou d'entreprise célébrant l'illumination. Derrière lui, Isabelle dans une parka blanche que je lui avais achetée au Noël dernier. Et à côté d'elle, Clément, souriant largement, des bâtons de ski à la main, portant des lunettes qui se trouvaient autrefois dans notre garage. La légende m'a frappé comme une masse, certaines familles se construisent, d'autres se reconstruisent mieux. Nouveau départ, nouveau commencement, figure paternelle, gratitude. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Pas la neige, ni l'équipement assorti, ni l'expression suffisante de Lefebvre. C'était le sourire de Clément qui m'a déchiré. Trop large, trop répété, comme si quelqu'un lui avait dit « souris fort ». Celle-là est pour les abonnés. Les commentaires affluaient. Des collègues louant la vie équilibrée de Lefebvre. Quelqu'un a écrit « tellement heureux que tu aies trouvé ta vraie tribu ». Un autre « voilà à quoi ressemble un vrai homme ». Tribu. Vrai homme. Comme si j'étais un modèle obsolète qu'ils avaient échangé pour la version supérieure. J'ai fait défiler le fil de Lefebvre et j'en ai trouvé d'autres. Une photo d'il y a 2 mois, les 3 à un match de basket, le bras de Clément autour de l'épaule de Lefebvre. Une autre de l'été, un voyage de pêche dont je n'avais jamais entendu parler. Isabelle était sur chacune d'elles, rayonnante comme si elle avait enfin trouvé ce qui lui manquait. Il construisait ce récit depuis des mois, peut-être des années. Pas seulement une liaison, mais la construction d'une famille de remplacement, avec des preuves sociales, une validation publique, mon fils comme pièce maîtresse de leur histoire de rédemption. J'ai téléchargé chaque photo et je les ai imprimées en couleur. Celle du voyage de ski, je l'ai imprimée 2 fois, j'en ai agrafé une dans le dossier de preuves, l'autre je l'ai scotchée à l'intérieur du tiroir de mon bureau où je la verrai chaque matin. Pas pour la motivation, mais pour la clarté,
un rappel de ce qu'ils avaient essayé de faire, m'effacer, me remplacer et réécrire l'histoire si complètement que même mon propre fils oublierait que j'existais. J'ai appelé Sandrine à Lyon. Est-ce qu'Émilie peut venir rester avec moi le week-end prochain? Bien sûr, a dit Sandrine. Elle n'arrête pas de demander après toi. Bien, ai-je dit. Parce que Clément doit rencontrer sa sœur et Isabelle doit expliquer pourquoi elle ment depuis 8 ans. Ce soir-là, j'ai rédigé un courrier électronique à l'avocat d'Isabelle, j'ai joint l'acte de naissance, le test d'acide désoxyribonucléique, l'affidavit de Sandrine, avec pour objet, personne à charge supplémentaire, Émilie Charpentier, 8 ans. Je ne l'ai pas encore envoyé. Le moment opportun comptait. Mais bientôt, très bientôt, Isabelle allait découvrir que son récit soigneusement construit avait un trou assez grand pour y faire passer un camion, et j'allais être celui qui tenait le volant. J'examinais les dossiers médicaux d'Émilie quand mon téléphone a sonné. Numéro privé. Monsieur Charpentier, je m'appelle Jocelyn Bernard. Je travaille au département juridique de l'entreprise de Lefebvre. Je me suis redressé. Je vous écoute. Je sais ce que Raymond Lefebvre vous fait, a dit Jocelyn, la voix basse et urgente, et je veux aider. Pourquoi m'aideriez-vous, ai-je demandé, sceptique. Parce qu'il y a 7 ans, Lefebvre a détruit la carrière de mon père. Papa était vice-président des finances, il a trouvé des irrégularités dans les notes de frais et a confronté Lefebvre en privé. 2 semaines plus tard, papa a été licencié pour des problèmes de performance. Il a perdu sa pension, sa réputation, tout. Il ne s'en est jamais remis. Il est mort d'une crise cardiaque il y a 3 ans, se battant encore pour laver son nom. J'ai fermé les yeux. Une autre victime. Une autre famille brisée par l'ambition de Raymond Lefebvre. Qu'avez-vous, ai-je demandé. Des courriers électroniques. Des mémos internes. Lefebvre utilise les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles depuis des années. Hôtel de luxe. Cadeau pour Isabelle. Même le voyage au ski de Clément le mois dernier, tout a été facturé comme développement de clientèle. J'ai tout documenté, j'attendais le bon moment. Et c'est ce moment. J'ai vu le nom de Philippe Lemoine sur le programme de médiation, a dit Jocelyn. Si vous faites appel à quelqu'un comme lui, c'est que vous êtes sérieux. Je veux que Lefebvre paie pour ce qu'il a fait. Si vous aider permet d'accomplir cela, j'en suis. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café du centre-ville. Jocelyn a apporté une clé de bus série universelle et me l'a remise comme de la contrebande. Tout est là-dessus, a-t-il dit. 5 ans de notes de frais, de factures falsifiées et de courriers électroniques où Lefebvre dit explicitement à Isabelle de coder des frais personnels comme dépenses professionnelles. Si cela sort, ce n'est pas seulement un licenciement, c'est de la fraude. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable sur place et j'ai scanné les fichiers, des suites d'hôtels et les lieux correspondant au prétendu voyage d'affaires d'Isabelle, des achats de bijoux étiquetés comme des récompenses. Un week-end de 4100 € dans la vallée du Rhône codé comme formation de cadre. C'est de l'or, ai-je dit doucement. Jocelyn s'est penché en avant. Utilisez-le. Anéantissez-le pour mon père, pour votre famille, pour tous ceux sur qui il a marché pour arriver là où il est. J'ai tout copié sur mon disque sécurisé et j'ai rendu la clé. Votre nom reste en dehors de tout cela. Je vous protégerai. Je n'ai pas besoin de protection, a dit Jocelyn. J'ai besoin de justice. Je comprenais cela mieux qu'il ne le pensait. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ajouté les preuves de Jocelyn au dossier. Il devenait épais maintenant, lourd du poids des péchés de Lefebvre, fraude financière, enfants cachés, famille volée. Philippe Lemoine a appelé ce soir-là. Julien, a-t-il dit, j'ai examiné tout ce que tu as envoyé. C'est plus gros que ce que je pensais. Pouvons-nous l'utiliser? Philippe a ri, d'un ton sec et satisfait. Julien, nous pouvons l'achever professionnellement, légalement, complètement. Mais tu dois être certain. Une fois que nous commençons cela, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai pensé au sourire de Clément sur cette photo de ski. À Émilie demandant si je viendrais à sa pièce de théâtre scolaire. À Isabelle mettant 3 émojis de cœur sous une publication appelant un autre homme la figure paternelle de Clément. Je suis certain, ai-je dit. Bien. Jeudi à 11 h du matin. Je m'occupe du reste. J'ai raccroché, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai regardé la photo du voyage de ski scotché à l'intérieur.
Reconstruire mieux, disait la légende. On verrait bien. Le jeudi matin est arrivé avec une clarté froide. Je portais le même costume gris anthracite et je portais la même mallette, mais cette fois je n'entrais pas seul dans cette salle de conférence. Je suis arrivé à 10h55. Isabelle et Lefebvre étaient déjà là, assis à leur place habituelle. Son avocat mélangeait des papiers avec l'assurance de quelqu'un qui pensait que tout était déjà décidé. Lefebvre avait son bras posé sur le dossier de la chaise d'Isabelle, d'un air propriétaire, suffisant. Je suis entré, j'ai posé ma mallette, mais je ne me suis pas assis. Martine, la médiatrice, a levé les yeux de ses notes. Monsieur Charpentier, êtes-vous prêt? Procédons. J'attends, ai-je dit simplement. Isabelle a échangé un regard avec Lefebvre. Il a souri avec mépris et s'est rassis dans sa chaise comme s'il avait tout le temps du monde. Puis la porte s'est ouverte. Philippe Lemoine est entré, et la température dans la pièce a chuté de 10 degrés. La soixantaine, un costume bleu marine impeccable et des cheveux argentés peignés en arrière avec précision. Il ne portait pas de mallette, il n'en avait pas besoin. Il dégageait une présence, celle qui vient de 40 ans passés à démanteler des hommes qui se croyaient intouchables. Il m'a adressé un signe de tête, un geste si léger qu'il a été à peine remarqué, puis il est passé et s'est assis à côté de moi. Il a ajusté la chaise d'exactement un quart de pouce avant de s'asseoir. Ce minuscule mouvement a fait changer la posture de Lefebvre. Son bras a glissé du dossier de la chaise d'Isabelle pour revenir sur ses propres genoux. Martine a cligné des yeux, le reconnaissant clairement. Monsieur Lemoine, représenterez-vous Monsieur Charpentier aujourd'hui? La voix de Philippe était calme, mesurée et dévastatrice. Non, je ne suis pas son avocat. Il a posé un mince dossier noir sur la table avec la précision d'un chirurgien posant un scalpel. Je suis la raison pour laquelle Raymond Lefebvre a une carrière. Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Lefebvre est devenu livide. Son avocat, l'associé junior qui avait été si confiant quelques instants auparavant, s'est figé. J'ai vu sa gorge se serrer, essayant d'avaler sa salive. Isabelle s'est tournée vers Philippe, la reconnaissance apparaissant dans ses yeux. La peur a suivi rapidement après. Lefebvre a retrouvé sa voix, à peine. On m'a dit que vous aviez pris votre retraite. Philippe a souri, d'un air mince et froid. C'est le cas. Mais Julien a fait appel à un service, et je paie toujours mes dettes. Il a ouvert le dossier, méthodique et calme. Pouvons-nous commencer? L'avocat de Lefebvre s'est penché et a chuchoté quelque chose d'urgent. J'ai saisi des fragments, ne peut pas être ici. Conflit d'intérêts. Philippe l'a entendu aussi. Il n'y a pas de conflit. Je ne représente personne. Je suis simplement ici pour clarifier certains faits historiques, des faits qui concernent le contrat de travail de Monsieur Lefebvre, que j'ai rédigé en 2006. Il a sorti le premier document et l'a fait glisser sur la table. Clause 14, conflit de conduite relationnelle. Tu t'en souviens, Raymond? Lefebvre a regardé le papier comme s'il allait le mordre. L'employé ne doit pas s'engager dans des relations amoureuses avec des individus liés aux actionnaires principaux. Le doigt de Philippe a tracé le texte. Julien Charpentier détient 8% des capitaux propres de la société saine. Action privilégiée. Non votante, mais juridiquement contraignante. Il a levé les yeux, croisant ceux de Lefebvre avec une précision chirurgicale. Vous avez entretenu une relation avec la femme d'un actionnaire. C'est un motif de licenciement immédiat. L'avocat d'Isabelle a enfin pris la parole. C'est très irrégulier. Nous devrions faire une pause. Non, a dit Philippe, pas fort, juste définitif. Nous allons en finir maintenant. Il a sorti le deuxième document, les preuves de Jocelyn, notes de frais, factures falsifiées, courriers électroniques. 5 ans de facturation frauduleuse. Des dépenses personnelles codées comme développement commercial, y compris notamment des vacances au ski le mois dernier avec votre petit ami et votre fils. Il a fait glisser la photo imprimée sur la table, celle des réseaux sociaux. Lefebvre, Isabelle et Clément, tout sourire et mot dièse. Publié publiquement, a continué Philippe. Preuve documentée d'indécence. Le conseil d'administration a reçu les copies ce matin. Le visage de Lefebvre est passé du pâle au gris. Vous ne pouvez pas. Je l'ai déjà fait. L'expression de Philippe n'a pas changé.
Ils ont accepté votre démission, effet immédiat. La pièce donnait l'impression de s'effondrer sur elle-même. Isabelle a attrapé le bras de Lefebvre, son assurance volant enfin en éclats. Raymond, de quoi parle-t-il? Mais Lefebvre ne pouvait pas répondre. Il fixait la lettre de démission que Philippe venait de poser devant lui. Déjà signée, déjà traitée, détruisant déjà tout ce qu'il avait construit. Martine m'a regardé, puis Philippe, puis les documents étalés sur la table comme des preuves sur une scène de crime. Monsieur Charpentier, a-t-elle dit prudemment, souhaitez-vous poursuivre la médiation? J'ai regardé Isabelle. Je l'ai vraiment regardée. La femme que j'avais aimée pendant 23 ans était maintenant assise à côté d'un homme dont la carrière venait de s'évaporer parce qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. Oui, ai-je dit, mais sous de nouvelles conditions. Mes conditions. La médiation ne s'est pas terminée ce jour-là, elle s'est transformée. L'avocat de Lefebvre a essayé de sauver quelque chose, n'importe quoi, mais Philippe avait scellé chaque sortie. La démission était définitive. Le conseil d'administration avait déjà agi pour le remplacer, et l'enquête pour fraude était lancée dans les 48 heures. Isabelle restait figée, regardant son avenir soigneusement construit se désintégrer en temps réel. Nous devons discuter de la garde, a dit Martine, essayant de reprendre le contrôle du processus. Clément reste avec moi, ai-je dit fermement. Garde principale. Isabelle obtient un droit de visite supervisé jusqu'à ce qu'elle puisse prouver sa stabilité. La tête d'Isabelle s'est redressée. Tu ne peux pas être sérieux. Clément veut vivre avec moi. Clément, ai-je dit doucement, ne sait pas qu'il a une sœur. J'ai fait glisser le dossier sur la table, acte de naissance, test d'acide désoxyribonucléique et affidavit de Sandrine. La photo d'école d'Émilie était attachée par un trombone sur le devant. Le visage d'Isabelle est devenu blanc. Son avocat a pris les documents, les a scannés, puis les a reposés comme s'ils étaient contaminés. Tu m'as dit qu'elle avait fait une fausse couche, ai-je dit, ma voix calme mais dure. Tu m'as laissé pleurer un enfant qui est vivant. Tu as caché ma fille pendant 8 ans pendant que tu jouais à la famille avec Raymond. Julien, je peux expliquer. Non, je l'ai coupé. Tu ne peux pas. Il n'y a aucune explication qui rende cela acceptable. Philippe a sorti un autre document. Le tribunal de la famille a été informé. Une audience de garde d'urgence est prévue pour la semaine prochaine. Compte tenu des preuves de tromperie et de l'introduction d'une personne à charge précédemment inconnue. La demande de Monsieur Charpentier pour la garde principale sera probablement accordée. L'avocat d'Isabelle transpirait maintenant. Nous allons contester cela. Avec quelles ressources, a demandé Philippe avec douceur. Le compagnon de votre cliente vient de perdre son poste et ses revenus. L'enquête pour fraude entraînera probablement des poursuites pénales. Isabelle elle-même a approuvé plusieurs des notes de frais falsifiées en tant qu'assistante. Elle est complice. La pièce est devenue silencieuse. Lefebvre a enfin parlé, sa voix creuse. Isabelle n'avait rien à voir avec. Elle a signé les autorisations, a interrompu Philippe, faisant avancer un autre document. Sa signature apparaît sur 14 demandes de remboursement de frais frauduleuses distinctes. C'est une conspiration pour commettre une fraude. Isabelle a regardé Lefebvre, la trahison se mélangeant à la peur. Tu as dit que c'était légitime. Elle l'était, a bégayé Lefebvre. Je veux dire, elles étaient nécessaires pour. C'était du vol, a dit Philippe. Et vous y avez tous les deux participé. Je les ai regardés se retourner l'un contre l'autre, l'alliance qui semblait si solide se fracturait maintenant sous la pression. C'est ce qui arrivait quand les gens construisaient leur avenir sur des mensonges, finalement, les fondations s'effondraient. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, prenant le contrôle. Isabelle accepte que la garde principale me revienne. Elle récupère ses effets personnels de la maison, sa voiture, et rien d'autre. Pas de pension alimentaire, pas de soutien, pas de prétention sur ma retraite ou mes actifs. En échange, je ne poursuis pas de plainte liée à la fraude aux notes de frais. L'avocat d'Isabelle a commencé à objecter, mais Isabelle a levé la main. Et Clément, a-t-elle demandé, sa voix se brisant. Clément décide s'il veut une relation avec toi, ai-je dit. Après avoir rencontré Émilie, après avoir compris ce que tu as fait. Je ne l'empoisonnerai pas contre toi, mais je ne te protégerai pas de la vérité non plus. Elle a regardé ses mains, les larmes sont enfin venues.
Pas des larmes de remords, ai-je réalisé, mais des larmes de défaite. Très bien, a-t-elle chuchoté. Philippe a produit un accord révisé, déjà préparé. Isabelle l'a signé avec des mains tremblantes. Son avocat en a été le témoin, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Lefebvre a signé sa lettre de démission sans un mot. Quand ce fut fini, je me suis levé, j'ai ramassé mes documents et je suis sorti. Philippe a suivi. Dans le couloir, il s'est tourné vers moi. Bien exécuté, Julien. Ton père serait fier. Mon père, l'homme qui m'avait présenté Philippe il y a 30 ans, qui m'avait appris que le pouvoir n'était pas une question de volume, mais de préparation. Merci, ai-je dit, pour tout. Tu l'as mérité, a répondu Philippe. Ils ont essayé de t'effacer. Tu leur as rappelé pourquoi c'était une erreur. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Sandrine à Lyon. Je lui ai dit que c'était fait, Émilie pouvait venir rester avec moi ce week-end, de manière permanente si elle le voulait. Puis j'ai appelé Clément. Nous devons parler, ai-je dit. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose d'important. Papa, j'ai vu ce qui s'est passé. Maman a appelé. Elle pleurait, disant que tu avais tout détruit. Je n'ai rien détruit, ai-je dit doucement. J'ai protégé notre famille. Et j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Ta sœur. Silence. Puis, quoi? Viens à la maison, Clément. Laisse-moi t'expliquer. Il est venu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon fils me regarder vraiment, pas avec mépris, pas avec pitié, mais avec respect. Clément se tenait dans mon salon, les mains enfoncées dans ses poches, fixant le sol. Il était resté silencieux depuis que je l'avais récupéré à l'école, assimilant tout ce que je lui avais dit dans la voiture, à propos des mensonges d'Isabelle, à propos de la grossesse cachée et à propos de sa sœur. Elle a vraiment 8 ans, a-t-il finalement demandé. Oui, ai-je dit. Son nom est Émilie. Elle vit à Lyon avec ta tante Sandrine. Elle demande à te rencontrer. Clément a levé les yeux, la confusion et la blessure se mélangeant dans son expression. Pourquoi maman ferait ça? Cacher son propre enfant? Je n'avais pas de bonne réponse. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Les gens font des choix qu'ils pensent les protéger. Parfois, ces choix blessent tout le monde. La sonnette a retenti. Clément s'est tendu. J'ai ouvert la porte. Sandrine se tenait là avec Émilie, qui serrait un petit sac à dos et me regardait avec ses yeux, mes yeux, incertains mais pleins d'espoir. Salut, Julien, a dit Sandrine doucement. Merci d'être venu. Je me suis reculé et je les ai laissés entrer. Émilie a vu Clément et s'est figée. Il faisait 2 fois sa taille, un adolescent qui semblait probablement être un géant pour une enfant de 8 ans. Émilie, ai-je dit doucement, voici Clément, ton frère. Elle nous a regardés l'un après l'autre, réfléchissant. Puis, de cette manière directe que seuls les enfants maîtrisent, elle a dit, tu ressembles à papa. Le visage de Clément a exprimé quelque chose de complexe. Il s'est accroupi à sa hauteur. Ah bon, tu trouves? Oh que oui. Le même nez. Il a souri juste un peu. J'imagine que oui. Ils ont parlé, maladroitement au début, puis plus facilement. Émilie lui a montré ses dessins, lui a parlé de son école et lui a demandé s'il aimait la pizza parce que tante Sandrine avait dit que leur papa adorait la pizza. Clément a répondu à ces questions avec une patience que je n'avais pas vue chez lui depuis des années. Je les ai regardés depuis la cuisine, Sandrine à mes côtés. Il est bon avec elle, a observé Sandrine. C'est un bon gamin, ai-je dit. Il s'est juste perdu pendant un moment. Plus tard, après le départ de Sandrine et alors qu'Émilie était installée dans la chambre d'amis, Clément m'a trouvé dans mon bureau. Papa, a-t-il dit, s'appuyant contre le cadre de la porte. Je suis désolé pour ce que j'ai dit au restaurant, d'avoir cru ce qu'il disait. Tu ne connaissais pas toute l'histoire, ai-je dit. J'aurais dû te faire confiance. Il a baissé les yeux. Lefebvre a fait croire que tu étais le problème, que tu ne te souciais pas de nous. Et maman, elle a simplement suivi. Ils avaient besoin que tu croies cela, ai-je dit. Cela rendait leur histoire plus facile. Clément a hoché la tête lentement. Puis-je te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Pourquoi ne t'es-tu pas mis en colère?
Pourquoi n'as-tu pas crié? Pourquoi n'as-tu pas craqué? Rien. Tu as juste géré. J'ai considéré la question. Parce que la colère leur aurait donné du pouvoir. Ils voulaient que je sois brisé, émotif, facile à écarter. J'ai choisi d'être stratégique à la place. C'est assez froid, a dit Clément. Mais il y avait du respect dans sa voix. Pas froid, ai-je rectifié, concentré. J'avais 2 enfants à protéger, même si l'un d'eux ne savait pas encore que j'existais. Il a souri légèrement. Elle est cool, Émilie. Oui, elle l'est. Tu penses qu'elle voudra habiter ici? Genre de façon permanente? Je l'espère, ai-je dit. Si elle est à l'aise, si tu es d'accord. Clément s'est redressé. Je suis d'accord. En fait, je pense que ce serait bien pour nous deux. Cette nuit-là, j'ai bordé Émilie dans son lit, quelque chose que je n'avais jamais pu faire auparavant. Elle m'a regardé, petite et confiante. Papa, a-t-elle dit timidement. Oui, ma chérie. Est-ce que je peux vraiment rester ici? Aussi longtemps que tu le voudras, ai-je promis. Elle a souri et s'est installée sur l'oreiller. Bien. Je me plais ici. J'ai fermé sa porte doucement et j'ai trouvé Clément dans le couloir. Elle t'a appelé papa, a-t-il dit. Oui, ça semble juste. Clément a dit, la voir ici, que nous soyons réellement une famille. C'est vrai que ça fait du bien. J'ai acquiescé. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. 4 mois plus tard, je me tenais devant le tribunal de la famille pour l'audience finale de garde. Isabelle était assise de l'autre côté de l'allée avec un avocat commis d'office, les yeux vides. Lefebvre n'était pas là. Aux dernières nouvelles, il avait pris un emploi à Marseille, un poste de niveau intermédiaire dans une entreprise qui ne connaissait pas son passé, pas encore. Le juge a examiné les preuves, les accords et les témoignages de Sandrine, du thérapeute d'Émilie, et de Clément lui-même. Monsieur Charpentier, a dit le juge, compte tenu des circonstances et des préférences exprimées par les enfants, je vous accorde la garde légale et physique exclusive de Clément Charpentier et d'Émilie Charpentier. Madame Charpentier aura des droits de visite supervisée en attendant l'achèvement des exigences en matière de conseil psychologique. Isabelle n'a pas réagi, elle a juste signé les papiers lorsqu'ils ont été placés devant elle. À l'extérieur du tribunal, Clément et Émilie attendaient avec Sandrine. Émilie a couru vers moi quand elle m'a vu, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée fort. Nous avons gagné, a-t-elle demandé. Nous avons gagné, ai-je confirmé. Clément a souri, le vrai sourire, celui dont je me souvenais d'avant que tout ne se complique. Ce week-end-là, nous avons déménagé les affaires d'Émilie depuis Lyon. Sa chambre dans ma maison, notre maison, était déjà peinte dans sa couleur préférée, le violet, avec des étoiles blanches au plafond qui brillaient la nuit. Philippe Lemoine a appelé le mardi suivant. J'ai pensé que tu voudrais savoir, a-t-il dit. Le nouvel employeur de Lefebvre a reçu un colis anonyme hier. Historique d'emploi, documentation sur la fraude, la totale. Il a été licencié ce matin. Anonyme, ai-je dit. Complètement, a répondu Philippe. Mais je pouvais entendre le sourire dans sa voix. La justice a une façon de suivre les gens, Julien. Parfois, elle a juste besoin d'un peu d'aide pour trouver l'adresse. Je ne lui ai pas demandé s'il l'avait envoyé. Je n'en avais pas besoin. Jocelyn Bernard, le jeune avocat qui avait aidé à faire tomber Lefebvre, a été promu conseiller principal au cabinet. La nouvelle direction appréciait son intégrité, apparemment. Il m'a envoyé une carte de remerciement avec juste 3 mots, pour mon père. Isabelle a emménagé dans un petit appartement en banlieue. Elle a trouvé un emploi de travail administratif pour une organisation à but non lucratif. Clément l'a vue 2 fois par mois, des visites supervisées qui sont restées civiles mais distantes. Émilie a posé des questions sur elle une fois, puis a semblé satisfaite de ne pas insister. Un soir, environ 8 mois après que tout se soit stabilisé, Clément et Émilie faisaient leur devoir à la table de la cuisine. Je préparais le dîner, quelque chose pour lequel je m'étais amélioré par nécessité. Papa, a dit Émilie, levant les yeux de sa feuille d'exercice de mathématiques. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, gamine. Pourquoi maman m'a-t-elle donné alors qu'elle a gardé Clément? La question flottait dans l'air. Clément a arrêté d'écrire, attendant ma réponse.
J'ai essuyé mes mains, je me suis approché de la table et je me suis assis entre eux. Ta maman a fait un choix basé sur la peur, ai-je dit prudemment. Elle avait peur de ce que les gens penseraient. Peur que cela change sa vie d'une manière à laquelle elle n'était pas prête. Ce n'était pas à cause de toi, Émilie. Tu n'étais pas le problème. Ses choix l'étaient. Mais toi, tu me voulais, a dit Émilie. Je n'ai jamais eu le choix auparavant, ai-je dit, mais oui, ma chérie. Je te voulais. Je te veux. Je suis content que tu sois là. Elle a souri et est retournée à ses devoirs comme si cela réglait tout. Clément a capté mon regard et a hoché la tête légèrement, un moment de compréhension entre nous. Cette nuit-là, après que les deux enfants fussent au lit, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert le tiroir où j'avais gardé toutes les preuves, toute la documentation de la trahison d'Isabelle et de Lefebvre. Je l'ai parcourue une dernière fois, puis je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Je n'en avais plus besoin. Le passé était réglé. L'avenir était ce qui comptait maintenant, deux enfants qui avaient besoin de stabilité, d'honnêteté et d'un père qui est présent et qui le reste. Je pouvais faire ça. Je le faisais. Et pour la première fois depuis ce dîner au Petit Italien, quand Clément m'avait jeté les paroles de Lefebvre au visage, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié, la paix. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais protégé ce qui comptait. Ma famille, reconstruite mieux cette fois, parce qu'elle était bâtie sur la vérité.